Pendant plus de 20 ans à exercer la médecine, j'ai vu quelque chose qui se répète encore et encore. Des personnes bien intentionnées, responsables avec leur santé, qui prennent des médicaments tous les jours en ayant confiance qu'elles font ce qu'il faut, et qui, avec le temps, commencent à se sentir plus mal, plus fatiguées, plus inflammées, plus dépendantes. Et le plus préoccupant n'est pas cela. Le plus préoccupant, c'est que bien souvent, personne ne leur a réellement expliqué ce qu'elles prenaient. Il existe une phrase très connue dans le milieu médical qui est rarement dite à voix haute devant le patient. Tout ce qui est prescrit n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Non pas parce que le médicament est mauvais en soi, mais parce que tous les corps ne réagissent pas de la même façon. Et parce que bien souvent, on prescrit pour éteindre un symptôme, pas pour prendre soin de l'organisme à long terme. Lorsque tu introduis une substance de manière quotidienne dans le corps, cette substance n'agit pas seulement là où ça fait mal. Elle circule dans le sang, passe par le foie, par les reins, par le système nerveux, par l'intestin, et chaque organe en paie le prix. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux te parler avec une honnêteté médicale totale. Non pas pour te faire peur, non pas pour que tu arrêtes des traitements de ton propre chef, mais pour que tu aies du discernement, de la conscience et de l'autorité lorsque tu parles avec ton médecin. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 médicaments que moi, en tant que médecin, je ne prendrai jamais, sauf dans des situations très concrètes, très bien justifiées, et pour le moins de temps possible. Et je veux que tu comprennes quelque chose dès maintenant. Qu'un médicament soit courant ne le rend pas innocent. Que tout le monde le prenne ne signifie pas qu'il soit sûr pour toi. Et qu'il soit approuvé ne veut pas dire que ce soit la meilleure option à long terme. Le corps, surtout après 60 ans, change, métabolise différemment, élimine plus lentement, s'enflamme plus facilement et perd sa capacité de compensation. Ce qui à 40 ans ne semblait poser aucun problème peut, à 60 ou 70 ans, devenir la racine silencieuse de nombreux malaises. Si tu as déjà ressenti que tu prends des pilules, mais que tu ne te sens pas réellement mieux. Si tu remarques plus de fatigue, plus de gonflement, plus de confusion mentale, cette vidéo est pour toi. Et avant de continuer, je veux te poser quelque chose d'important. As-tu le sentiment que ta santé mérite des explications claires et des décisions conscientes ou simplement des prescriptions automatiques? À partir de maintenant, nous allons analyser ces médicaments un par un, avec calme, avec logique médicale et avec un respect total pour ton corps. Et nous commençons par un que des millions de personnes âgées prennent tous les jours sans le remettre en question. Médicament numéro 1. C'est, sans exagération, l'un des groupes de médicaments les plus consommés par les personnes âgées dans le monde entier. Prescrit pour les douleurs aux genoux, au dos, aux épaules, pour l'arthrite, l'arthrose, les douleurs musculaires, et même comme solution rapide pour pouvoir continuer la journée. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des médicaments comme l'ibuprofène, le diclofenac, le naproxène, le kétorolac, le méloxicam ou l'indométhacine. Je veux que tu écoutes cela avec beaucoup d'attention. Ces médicaments ont effectivement une place en médecine, mais cette place est ponctuelle, limitée et bien surveillée. Le problème apparaît lorsque leur usage quotidien, hebdomadaire ou chronique se normalise, surtout après 60 ans. En consultation, il est très courant d'entendre des phrases comme « Docteur, je prends juste de l'ibuprofène quand j'ai mal. Docteur, c'est du diclofenac, mais à petite dose. Docteur, ça fait des années que je le prends et il ne m'est jamais rien arrivé. » Et c'est là que se trouve la tromperie. Ces médicaments ne réduisent pas seulement l'inflammation, ils bloquent aussi des substances appelées prostaglandines, qui ne participent pas seulement à la douleur, mais qui protègent l'estomac, les reins et la circulation rénale. Lorsque tu bloques ces prostaglandines de manière répétée,
le corps commence à payer un prix silencieux. D'abord apparaît l'irritation gastrique, ensuite la gastrite chronique, puis de petites pertes de sang qui passent souvent inaperçues, mais qui avec le temps génèrent une anémie, de la fatigue, de la faiblesse. Et pendant ce temps, les reins reçoivent chaque jour moins de flux sanguin, moins d'oxygène, moins de capacité de filtration. J'ai vu trop de personnes âgées arriver avec une insuffisance rénale progressive sans savoir que l'origine n'était pas une maladie grave, mais des années d'anti-inflammatoires pris pour la douleur. Et voici quelque chose que presque personne n'explique clairement. La douleur que tu ressens n'est souvent pas une inflammation isolée, mais la conséquence d'un déséquilibre, d'une mauvaise mobilité articulaire, d'une rigidité musculaire chronique, d'un manque de force, de problèmes posturaux ou d'une inflammation métabolique persistante. Prendre de l'ibuprofène ou du diclofénac tous les jours ne corrige rien de tout cela. Cela fait seulement taire le signal. C'est comme baisser le volume d'une alarme sans éteindre l'incendie. C'est pourquoi, en tant que médecin, je n'utiliserai jamais ces médicaments de façon chronique. Je ne les prendrai jamais tous les jours pour supporter la douleur et encore moins sans protéger l'estomac et les reins ou sans chercher la cause réelle du problème. Je préfère toujours demander d'abord pourquoi le corps est-il inflammé? Qu'est ce qui ne fonctionne pas dans la mécanique, dans la musculature, dans l'alimentation, dans le repos? Parce que lorsque tu corriges la cause, la douleur baisse sans avoir besoin de punir des organes qui ont déjà travaillé toute une vie. Et le plus délicat, c'est que beaucoup de personnes, en arrêtant ces médicaments, découvrent quelque chose d'inattendu. Non seulement l'estomac s'améliore, mais aussi l'énergie, la clarté mentale et la fonction rénale. Et cela nous mène directement au deuxième médicament. Un médicament prescrit avec l'intention de protéger, mais qui, dans de nombreux cas, finit par créer de nouveaux problèmes que personne n'avait anticipés. Médicament numéro 2. Ce deuxième médicament est prescrit avec une bonne intention. En fait, il est souvent prescrit pour protéger le patient, protéger l'estomac, protéger de l'acidité, protéger des troubles digestifs. Je parle des protecteurs gastriques à usage chronique, en particulier des inhibiteurs de la pompe à protons. Des médicaments comme l'oméprazole, le pantoprazole, le lansoprazole, l'esoméprazole ou le rabéprazole. Je veux être très clair dès le début, car ici il y a souvent beaucoup de confusion. Ces médicaments sont utiles dans des situations concrètes. Ulcères actifs, reflux sévère avec lésions documentées, saignements digestifs, traitements spécifiques pour un temps limité. Le problème n'est pas leur usage ponctuel. Le problème est lorsqu'ils deviennent une pilule quotidienne pour toujours. J'ai vu en consultation énormément de personnes âgées qui prennent de l'oméprazole depuis 5, 10 ou même 15 ans sans que personne ne réévalue s'ils en ont réellement besoin. Et quand je leur demande pourquoi ils le prennent, la réponse est presque toujours la même. Parce que le médecin me l'a prescrit il y a des années. Parce que si je ne le prends pas, j'ai des brûlures. Parce que c'est pour me protéger. Voici ce que presque personne n'explique. L'acide de l'estomac n'est pas un ennemi. C'est un outil vital. Grâce à l'acide gastrique, les protéines sont digérées, le calcium est absorbé, le fer est absorbé, la vitamine B12 est activée et les bactéries nocives qui entrent avec les aliments sont éliminées. Lorsque tu bloques l'acide de façon chronique, tout ce processus est altéré et le corps commence à le manifester de façon qui ne sont souvent pas associées à l'estomac. Apparaissent des ballonnements constants, des gaz, des digestions lourdes, des carences en fer, de l'anémie, une faiblesse musculaire, des fourmillements, des troubles de la mémoire. J'ai vu des personnes âgées avec des fractures répétées, avec une ostéoporose avancée,
sans savoir que l'un des facteurs silencieux était l'usage prolongé d'inhibiteurs de la pompe à protons. Et il y a ici quelque chose d'encore plus délicat. Lorsque tu supprimes l'acide pendant longtemps, le corps tente de compenser, et lorsque la personne essaie d'arrêter le médicament brutalement, apparaît un rebond acide brutal. Les brûlures reviennent plus fortes qu'avant, et la personne pense « Tu vois ? Oui, j'en ai besoin. » Non, ce qui se produit est une dépendance physiologique induite. C'est pourquoi, en tant que médecin, je n'utiliserai jamais ce type de médicament de manière indéfinie, sans indication claire et sans contrôle périodique. Je me demanderai toujours d'abord « Pourquoi y a-t-il de l'acidité ? Y a-t-il une inflammation intestinale, une mauvaise mastication, du stress chronique, des intolérances alimentaires, car bien souvent les brûlures ne se résolvent pas en supprimant l'acide, mais en corrigeant les habitudes, les horaires de repas et la fonction digestive réelle. Et ici je veux faire une pause importante. Abonne-toi si tu aimes la vidéo. Cette chaîne existe pour te donner une information médicale claire, honnête et pensée pour les personnes âgées qui veulent décider en conscience et pas seulement obéir à des prescriptions automatiques. Nous continuons. Et le médicament suivant est l'un des plus banalisés, prescrit pour se détendre, pour mieux dormir, pour calmer les nerfs, mais qui, en silence, peut te voler la mémoire, l'équilibre et l'autonomie. Médicament numéro 3. Ce groupe de médicaments est l'un de ceux qui me préoccupent le plus lorsque je vois une personne âgée en consultation. Il est prescrit pour dormir, pour calmer l'anxiété, pour détendre les nerfs, pour traverser des moments difficiles, et souvent on commence par une petite dose, presque inoffensive, qui avec le temps devient quotidienne, puis chronique et finalement indispensable. Je parle des benzodiazépines, des médicaments comme l'alprazolam, le clonazépam, le diazépam, le lorazépam ou le bromazépam. Je veux que tu m'écoutes attentivement car il y a ici beaucoup de désinformation. Ces médicaments ont un usage médical légitime, surtout dans des situations aiguës, des crises ponctuelles ou pour des périodes très courtes. Le problème apparaît lorsque leur consommation prolongée se normalise, surtout chez les personnes âgées. En consultation, j'ai vu un schéma qui se répète encore et encore. Des personnes qui ont commencé à prendre une benzodiazépine seulement pour mieux dormir. Puis elles ont commencé à en avoir besoin aussi pendant la journée pour être calmes, et au bout des années, elles ne peuvent plus fonctionner sans. Le corps s'habitue, le cerveau s'adapte, et la dépendance apparaît de manière silencieuse. Mais ce n'est pas le plus grave. Ces substances dépriment le système nerveux central, diminuent les réflexes, affectent l'équilibre, altèrent la mémoire, réduisent l'attention. Et chez les personnes âgées, cela a des conséquences très concrètes. Le risque de chute, de fracture, de confusion mentale, de détérioration cognitive progressive augmente. J'ai vu des personnes venir inquiètes parce qu'elles oublient des choses, et personne ne leur dit que cet oubli n'est pas une nouvelle maladie, mais l'effet cumulé de années de benzodiazépine. J'ai aussi vu quelque chose de très dur. Des personnes âgées qui cessent de sortir, de converser, de profiter, non pas parce qu'elles sont tristes, mais parce qu'elles sont émotionnellement aplaties, ni en haut ni en bas, simplement éteintes. Et voici la question que je pose toujours. Es-tu vraiment plus tranquille ou simplement moins connecté ? En tant que médecin, je n'utiliserai jamais les benzodiazépines de manière chronique. Je ne les prendrai jamais pour dormir tous les jours, et encore moins comme solution permanente à l'anxiété, car le sommeil et le calme ne se construisent pas en sédatant le cerveau, mais en restaurant les rythmes, les habitudes et la sécurité intérieure. Et il y a quelque chose de fondamental que tu dois savoir. L'arrêt de ces médicaments ne doit jamais se faire brutalement,
Il doit toujours être progressif, accompagné et conscient, car un sevrage brutal peut générer une anxiété intense, une insomnie sévère et même des symptômes neurologiques. C'est pourquoi il est si important de ne pas commencer quelque chose qui est ensuite si difficile à arrêter. Et cela nous mène au quatrième médicament, que des millions de personnes prennent chaque jour pour le cœur, sans savoir que dans certains cas, il peut aggraver exactement ce qu'ils cherchent à prévenir. Médicament numéro 4. C'est l'un des groupes de médicaments qui me génère le plus de débats intérieurs en tant que médecin, car il ne provoque pas de défaillance immédiate, ne donne pas de signaux clairs au début et pourtant, il peut détériorer lentement le corps lorsqu'il est utilisé sans une vision intégrale. Je parle de certains antihypertenseurs à usage chronique, en particulier les diurétiques et certains vasodilatateurs. Des médicaments comme l'hydrochlorothiazide, la furosémide, la spironolactone et dans certains cas l'amlodipine ou la nifedipine. Je veux que tu comprennes cela calmement. De nombreuses personnes âgées ne développent pas une hypertension parce que leur cœur échoue, mais parce que leurs vaisseaux sanguins ont perdu leur élasticité, sont rigides, inflammés et présentent une carence en minéraux essentiels. Le corps, qui est intelligent, augmente la pression comme mécanisme de compensation pour que le sang atteigne le cerveau, les reins et les muscles. Que se passe-t-il lorsque ces médicaments sont utilisés sans corriger la cause réelle? Les diurétiques, comme l'hydrochlorothiazide ou la furosémide, éliminent des liquides et des minéraux, surtout le potassium et le magnésium, qui sont essentiels à la fonction musculaire, nerveuse et cardiaque. J'ai vu de nombreuses personnes âgées avec des crampes, de la faiblesse, une fatigue extrême, des palpitations et des vertiges. Non pas à cause de l'hypertension, mais à cause de déséquilibres électrolytiques induits par le traitement. Dans le cas des vasodilatateurs comme l'amlodipine, le chiffre de la tension baisse, mais la rigidité artérielle reste. Le problème structurel n'est pas corrigé, il est simplement masqué. Et voici ce qui est révélateur. Lorsque la tension baisse trop par rapport à l'état réel des vaisseaux, le cerveau reçoit moins de flux sanguin. Apparaissent des vertiges au lever, une sensation de vide dans la tête, une vision floue et, avec le temps, une fatigue mentale persistante. En tant que médecin, je n'accepterai jamais un traitement antihypertenseur chronique sans évaluer d'abord l'hydratation cellulaire, l'état minéral, l'inflammation vasculaire et l'état artériel. Parce que baisser un chiffre ne signifie pas toujours améliorer la santé. Et cela nous mène au 5e médicament, prescrit pour prévenir, mais qui, dans de nombreux cas, interfère avec la régénération naturelle du corps vieillissant. Médicament numéro 5. Ce dernier médicament est probablement l'un des plus délicats à aborder, non pas parce qu'il est inconnu, mais parce qu'il est tellement banalisé que presque personne ne s'arrête pour le remettre en question. Il est prescrit en prévention. Il est prescrit au cas où. Il est souvent prescrit simplement parce que l'âge le suggère. Je parle des médicaments qui réduisent artificiellement le cholestérol, connu sous le nom de statine, comme l'atorvastatine, la simvastatine, la rosuvastatine ou la pravastatine. Je veux que tu m'écoutes attentivement, car il y a ici beaucoup de confusion et très peu d'explications claires pour les personnes âgées. Le cholestérol a été diabolisé pendant des années. Mais ce n'est pas un simple ennemi dans le sang. C'est une substance essentielle à la vie, surtout à un âge avancé. Le cholestérol est une matière première pour la production des hormones, la synthèse de la vitamine D, l'intégrité des membranes cellulaires et, chose fondamentale, la santé du cerveau et des muscles. Chez les personnes âgées, le corps ne fabrique plus les hormones avec la même facilité et le cholestérol,
joue un rôle compensatoire. Le réduire de façon agressive peut perturber des équilibres très fins. J'ai vu en consultation quelque chose qui se répète trop souvent. Des personnes qui commencent les statines et qui, quelques mois plus tard, commencent à ressentir une faiblesse musculaire progressive, des douleurs diffuses dans les jambes et les bras, une fatigue à la marche sur de courtes distances, une sensation de vieillissement accéléré. Et ce qui est le plus frappant, c'est que bien souvent, personne ne relie ces symptômes aux médicaments. Voici quelque chose de très peu expliqué. Les statines inhibent une voie métabolique qui ne produit pas seulement du cholestérol, mais aussi la coenzyme Q10, une molécule essentielle à l'énergie cellulaire. Lorsque cette coenzyme diminue, les cellules musculaires et neuronales fonctionnent moins bien. C'est pourquoi certaines personnes âgées commencent à perdre de la force, de la stabilité et de l'endurance sans comprendre pourquoi. Mais il y a quelque chose d'encore plus délicat. Le cerveau est l'un des organes avec la plus forte teneur en cholestérol. Le réduire excessivement peut affecter la concentration, la mémoire et la clarté mentale, surtout chez les personnes âgées. J'ai vu des patients arriver en disant « Docteur, je me sens plus lent. Docteur, j'oublie des choses. Docteur, je ne pense plus comme avant. » Et lorsque nous examinons le contexte, le début de ces changements coïncide avec l'usage prolongé de statines. Je veux être très clair, car c'est important. Je ne dis pas que les statines ne doivent jamais être utilisées, elles sont indiquées chez des personnes à risque cardiovasculaire élevé et bien défini. Ce que j'affirme avec une conviction totale, c'est qu'elles ne devraient pas être prescrites de manière automatique, uniquement sur la base d'un chiffre de laboratoire, sans évaluer l'âge biologique, l'état musculaire, la fonction cognitive et la qualité de vie. Chez de nombreuses personnes âgées, un cholestérol modérément élevé n'est pas une menace immédiate, mais une adaptation du corps vieillissant pour protéger les tissus et les neurones. En tant que médecin, je ne prendrai jamais une statine sans une évaluation approfondie, ni n'accepterai de réduire agressivement mon cholestérol si cela compromet ma force, mon énergie ou mon esprit. Parce que vivre plus longtemps ne sert à rien si l'on vit avec faiblesse, confusion ou perte d'autonomie. Et ce 5e médicament résume tout le message de cette vidéo. Il ne s'agit pas d'éliminer des chiffres, il s'agit de préserver la fonction, la dignité et la qualité de vie. Pourquoi ces médicaments continuent-ils à être prescrits? Arrivé à ce point, je veux faire une pause honnête avec toi. Après avoir entendu tout cela, il est normal qu'une question très logique surgisse. Docteur, si ces médicaments comportent autant de risques, pourquoi continuent-ils à être prescrits tous les jours? La réponse n'est pas simple, mais elle est claire. La médecine moderne fonctionne en grande partie sous pression. Consultations courtes, peu de temps pour expliquer, protocoles généraux et une énorme demande de solutions rapides. Souvent, le médecin n'a pas la possibilité réelle de s'asseoir 40 minutes pour analyser les habitudes, la nutrition, la mobilité, le repos, le stress et le contexte de vie. Alors on prescrit ce qui fait baisser le symptôme, ce qui améliore le chiffre, ce qui respecte le guide clinique. Et cela ne fait pas du médecin un méchant. Cela fait de lui une partie d'un système qui privilégie la vitesse à la profondeur. De plus, il y a quelque chose qui est presque jamais dit. Beaucoup de ces médicaments fonctionnent bien au début. La douleur diminue, la tension se contrôle, le cholestérol baisse, le patient se sent soulagé. Le problème apparaît des années plus tard, lorsque le corps n'a plus la même capacité de compensation. C'est pourquoi il est si courant d'entendre des phrases comme « Docteur, avant ce médicament me faisait du bien, mais maintenant plus. » Ce n'est pas que le médicament a changé, c'est ton corps,
qui a changé. L'erreur la plus courante: transformer le temporaire en permanent. L'une des erreurs les plus graves que je vois en pratique clinique est celle-ci: des médicaments pensés pour un usage temporaire qui finissent par devenir des traitements à vie sans réelle réévaluation. Des anti-inflammatoires pris pendant des années, des protecteurs gastriques jamais arrêtés, des anxiolytiques qui passent de « juste pour un temps » à « je ne peux pas dormir sans eux », des antihypertenseurs qui font baisser les chiffres mais n'améliorent pas la circulation, des statines qui sont maintenues alors que la personne a perdu force et vitalité. Le corps vieillit, les besoins changent, mais de nombreuses prescriptions restent identiques pendant des décennies et cela est dangereux. J'ai vu des personnes âgées avec une insuffisance rénale sans cause apparente jusqu'à ce que nous découvrions des années d'anti-inflammatoires supposés inoffensifs. J'ai vu des personnes avec une anémie chronique, des vertiges et de la faiblesse dont l'origine n'était pas dans le sang, mais dans un estomac privé d'acide depuis 10 ans par l'usage continu de l'oméprazole. J'ai vu des chutes graves, des fractures de la hanche et une perte d'indépendance chez des personnes qui prenaient des benzodiazépines pour dormir. Juste une petite aide. J'ai vu des personnes âgées qui ne reconnaissaient plus leur propre corps, faibles, fatigués, avec des muscles qui ne répondaient plus, après des années de statines sans évaluation intégrale. Et le plus dur, c'est ceci: beaucoup de ces conséquences n'étaient pas inévitables. Alors, qu'est-ce que cela signifie de le mettre en pratique dans la vie réelle? Cela ne signifie pas arrêter les médicaments de son propre chef, jamais. Cela signifie quelque chose de bien plus intelligent. Cela signifie réviser, questionner et réévaluer. Chaque personne âgée devrait se poser au moins une fois par an ces questions avec son médecin. Ce médicament est-il toujours nécessaire aujourd'hui? Apporte-t-il encore plus de bénéfices que de risques? Pouvons-nous réduire la dose ou essayer des alternatives? Traite-t-on la cause ou seulement le symptôme? Cela signifie comprendre que moins n'est pas toujours pire et que bien souvent simplifier les traitements améliore la santé. Cela signifie aussi accompagner tout traitement d'autres soins qui sont presque jamais expliqués, mais qui changent tout. Mouvement quotidien adapté à l'âge, nutrition réelle et suffisante, hydratation correcte, apport en minéraux et respect des rythmes du corps. Je veux que tu retiennes ceci. Les médicaments ne sont pas l'ennemi. L'ignorance, la précipitation et le manque de réévaluation le sont. Ton corps n'est pas une vieille machine qui a seulement besoin de plus de pilules. C'est un organisme intelligent qui, même dans la vieillesse, peut s'améliorer lorsqu'il est traité avec respect. Et si cette vidéo t'a aidé à voir ta santé plus clairement, je veux te demander quelque chose d'important. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. Cette chaîne existe pour t'accompagner, t'informer et t'aider à prendre des décisions médicales avec conscience, pas avec peur. Ta santé ne se délègue pas à une ordonnance. Elle se construit avec de l'information, du discernement et un soin quotidien.